pourquoi le Club des 5 aujourd'hui ? Oui. Parce que j'ai grandi avec et que du coup, comme j'ai grandi avec, fait partie des choses qui m'ont toujours accompagnée, des choses qui n'ont jamais vraiment quitté mon imaginaire en fait. Et c'est les premiers livres que j'ai lus, c'est ça, le Club des 5 et Fantomette, et vraiment en intégrale, en bonne lectrice sérielle, tu sais, il fallait lire pas seulement un ou deux, il fallait lire tout le Club des 5. Donc, et sans jamais l'avouer, évidemment, régulièrement j'en relisais un ou deux. C'était les lectures secrètes de quand je rentre chez mes parents. Ils sont dans ma chambre chez mes parents, donc d'ailleurs c'est très significatif, comme j'ai pas la place, ils sont en deuxième rangée de bibliothèque derrière les Victor Hugo. Donc tu vois, c'est vraiment... on a symboliquement, dans le rangement de la bibliothèque, le Club des 5 est au deuxième rang, caché. Donc je les sors et j'en lis un ou deux en cachette par pur plaisir de retrouvailles avec cet imaginaire-là qui m'a tellement accompagnée. Et il y avait une vraie dimension d'identification dans cette lecture-là. Vraiment. Claude, c'était moi. Toi, tu es Claude. Ah, j'étais Claude, moi. D'accord. Mais alors, c'est qui Claude ? Claude, de toute manière, c'est vraiment le personnage autour duquel tout tourne. C'est-à-dire que ses trois cousins sont à la remorque de Claude en permanence. C'est elle a 11 ans, donc c'est une adolescente qui a toujours grandi toute seule, jusqu'à ce que vers 10-11 ans, on lui présente ses trois cousins. Donc elle est extrêmement sauvage, ses parents habitent au fin fond de la Bretagne, dans un tout petit village perdu, donc elle est toute seule, elle a très mauvais caractère, etc. Et elle a recueilli un petit chien qui s'appelle Dagobert, et c'est depuis toujours son seul et meilleur ami. Et du coup, Dagobert et Claude, c'est la fusion totale, complète. Dagobert étant un chien extraordinairement intelligent, extraordinairement sensible et tout ce qu'on veut. Et le premier volume de la série, c'est la rencontre des trois cousins, qui sont donc François, Mick et Annie, avec leur cousine Claude, qui au début les rejette totalement parce qu'elle ne veut pas qu'on brise la solitude à laquelle elle est habituée. Et puis évidemment, tout match très très bien. Et Claude a une autre particularité qui est qu'elle se rêve en tant que garçon. Son vrai prénom c'est Claudine. Quand on l'appelle Claudine, elle ne répond pas. Et elle s'habille comme un garçon, elle a les cheveux courts et on la prend très souvent pour le frère jumeau de son cousin Mick. Voilà. Voilà qui est Claude. Voilà qui est Claude. Donc personnage fantasque, tu t'es beaucoup projeté oui. dans ce personnage-là particulièrement. Tu mets aussi beaucoup l'accent sur Dagobert. Oui, parce qu'ils sont vraiment inséparables et que Dagobert, c'est le côté... c'est le seul être qui est totalement libéré. C'est-à-dire que les enfants encore ont des contraintes qui tiennent à leur relation avec les parents, avec le fait qu'ils ont des devoirs à faire, des choses comme ça. Dagobert, lui, tout ça, ça ne compte pas pour lui. Donc c'est le personnage libre par excellence. Et est-ce que c'est lui qui personnifie le jeu ? C'est lui qui initie ? Là, c'est totalement déconnecté Il y a une dimension de jeu qui est très souvent initiée par Dagobert, parce que Dagobert, en tant que chien, demande à jouer, demande à sortir, demande à galoper à côté des enfants lorsqu'ils font de la bicyclette. Mais je ne suis pas sûre que ce soit lui qui soit vraiment central pour le jeu. Je pense que là, pour le jeu, c'est vraiment le groupe des enfants, dans lequel j'inclus Dagobert, les 5 qui sont l'élément qui joue. D'accord. De façon assez unifiée en fait. Le mot jeu est très souvent présent, rien que dans des titres, le club des 5 joue et gagne, les 5 jouent serrés, ce genre de choses-là qui appellent la comparaison avec le jeu, d'autant plus qu'il y a des occurrences dans lesquelles on compare explicitement ce qui se passe dans l'aventure que les 5 sont en train de vivre avec un jeu. Par exemple, quand l'organisation d'espions internationale qu'ils combattent s'appelle le mat, comme aux échecs. Donc il y a vraiment une dimension qui est... Je ne sais pas si on peut la lire comme programmative, mais en tout cas, il y a une dimension explicite de la référence au jeu dans les romans eux-mêmes, que j'ai simplement exploité en fait.
Et après, c'est vrai que j'ai essayé de faire des parallèles avec des mécaniques de jeux existants. Donc, par exemple, le Cluedo, dont je parle en parallèle avec les 5 contre le masque noir. Où en fait, ils sont sur un bateau, donc on a le principe du huis clos qui est posé. Et on va chercher un coupable par élimination. Et du coup, on s'attache à savoir qui était présent à tel endroit précis dans telle situation, qui est porteur de gants blancs, qui a le fameux clip de rubis de Mademoiselle Ping, etc., etc. Donc là, il y avait vraiment une démarche qui était celle du Cluedo, sauf que la mécanique est faussée depuis le début, puisque celui qui vient en aide aux enfants dans cette partie de Cluedo est le vrai coupable. Donc il y a un twist final qui fait que la partie était faussée d'emblée, que je trouvais assez intéressant. Le plus gros mot qui commence par C, qu'est-ce que c'est? Je connais pas de gros mots, moi. C'est-à-dire qu'il y a le jeu, on va dire purement physique, quand les enfants jouent à la balle, quand les enfants nagent, etc. Où là, c'est de l'ordre de la pratique. C'est le jeu tel que les enfants le pratiquent de façon consciente. On va jouer à la plage. Et il y a une espèce de jeu avec l'univers qui les entoure, où effectivement, là, il y a une espèce de structure narrative qui se retrouve, où il y a un objet de quête, et où il y a une volonté de résoudre à tout prix la quête qui se présente, que ce soit un objet à retrouver, ou quelqu'un à retrouver, ou une énigme à résoudre, et tout un processus d'élucidation qui se met en place. C'est le modèle de la chasse au trésor, là, qui est par exemple très efficace, qui concerne d'ailleurs un certain nombre des romans, où on les met sur une piste avec parfois une véritable carte au trésor, parfois qui est censé conduire à un faux trésor, mais qui se révèle en fait en cacher un vrai. Et il y a effectivement une activité là de jeu qui est plus de l'ordre narratif, effectivement. Et en fait, la grande force du Club des 5, c'est de faire que quasiment tout leur environnement devient prétexte. Oui, pour moi, c'est vraiment la chose que j'ai eu envie de dire dans cet article. C'est que le Club des 5, c'était merveilleux parce que le monde entier devenait signifiant et parce qu'il était débarrassé des adultes. En fait, c'était les deux grandes idées que j'avais envie de développer. Et effectivement, dans cette espèce de chasse au trésor, mais même dans les romans qui ne reprennent pas le modèle de la chasse au trésor, le monde entier est source de signification, le monde entier dit quelque chose. Rien n'est là sans but, rien n'a pas de signification, enfin tout est signifiant, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que le monde est entièrement lisible. Alors encore faut-il avoir le code pour le déchiffrer, encore faut-il avoir la bonne manière de regarder aussi. C'est là où il y a un clivage qui s'installe avec les adultes que je trouve fascinant, c'est que les adultes, quel que soit leur bord, c'est-à-dire que ce soit les gentils ou les méchants, ne regardent pas le monde comme il faut pour pouvoir le lire en fait. Je trouve que ça thématise une espèce de perte de regard à un moment de passage à l'âge adulte qui est très triste en fait. Et donc, c'est presque, on sort du jeu quand on devient adulte. Quand on sort de cette lisibilité du monde, la partie est terminée. Game over. Game over pour les adultes. Et donc oui, alors tu parles de vraiment tout ce qui est jeu, non-jeu. Beaucoup, vraiment cette... tu expliques qu'il peut y avoir des porosités entre le Club des 5 et les adultes notamment, oui, qui peuvent parfois aider, mais à chaque fois ça devient des choses assez complexes, ou alors ça se retourne contre les enfants. En fait, c'est les enfants, le club, c'est leur endroit à eux qu'ils cristallisent, c'est le moment. C'est une cellule fermée en fait, le club. Et même avec les autres enfants, ça ne peut pas fonctionner. Il y a d'autres personnages d'enfants qui parfois arrivent dans un antagonisme assez violent parce que c'est impossible pour les 5 d'intégrer quelqu'un d'autre dans leur petit groupe. Ça ne fonctionne pas dans l'économie du club. Et même des enfants avec qui ils s'entendent et qui reviennent dans plusieurs romans. Par exemple, il y a le personnage de Pilou qui est assez marrant, qui
qui a pour particularité de se prendre pour une voiture et qui a un petit singe qui s'entend très bien avec Dagobert pour le coup. Mais Pilou ne fait jamais partie du Club des 5. À aucun moment, il n'est évoqué la possibilité même que ça devienne le Club des 6. Enfin, c'est impensable, absolument impensable. C'est un jeu qui leur appartient aussi parce qu'ils ont une manière de fonctionner ensemble qui fait que parfois ils n'ont même pas besoin de finir leurs phrases pour se comprendre, etc. Ils fonctionnent en économie fermée, totalement. Et c'est ça qui fait que quand il y a des porosités avec le monde adulte, dans les deux sens, il y en a. Il y a parfois des adultes qui intègrent momentanément le groupe. Par exemple, on parlait du masque noir. Le Max, qui est donc le masque noir, est un prestidigitateur. Sa profession fait qu'il se rapproche très facilement des enfants et qu'il va les berner complètement. Et en fait, effectivement, ça se retourne contre eux d'avoir fait confiance à un adulte et de l'avoir intégré dans leur activité d'enquête. Et inversement, il y a des fois, c'est toujours le même auquel ça arrive, c'est François, qui est l'aîné, qui a 13 ans et qui est très conscient du poids des responsabilités que son statut d'aîné fait peser sur ses épaules. Et lui, il a de brefs passages, comme des fulgurances, dans le monde des adultes. Où tout à coup, alors ça peut être très pratique, parce que du coup, il est un moyen de communication avec le monde adulte. Diplomatiquement, par exemple, il peut arriver à faire lever des punitions, il peut arriver à leur obtenir l'autorisation de sortir, etc. Mais parfois, ça se retourne à nouveau contre les enfants, parce que il se prend pour un petit chef et il donne des ordres à ses cousins. Et en général, ça finit très mal pour lui et il s'avère que Claude est là pour sauver la situation. Et peut-être on va bientôt s'arrêter. On va amener. Il faut que l'entretien, malheureusement, c'est dommage, mais il va devoir s'arrêter. Moi, quand j'ai lu ton article, en fait, j'ai pas imaginé spécialement le Club des 5. J'ai aussi imaginé les autres groupes qui pour moi, j'ai tout de suite vu une filiation, par exemple avec le Scooby-Doo. Mm-hmm. Mais avec beaucoup de dessins animés enfants. Par exemple, même Dora, pour moi, il y a une structure dans le récit des épisodes de Dora où il faut aller chercher un objet, puis un suivant. Il y a toujours certains ennemis qui reviennent aussi. Et South Park. Alors, je ne sais pas si tu regardes South Park. Oui. Mais peut-être, je sais pas, est-ce que toi tu avais ces liens-là, alors Scooby-Doo? En étant enfant, pas du tout. C'était centré sur le Club des 5, c'était la référence. Aujourd'hui, forcément, je le mets aussi en lien avec d'autres choses. Ça me fait très plaisir que tu parles de Scooby-Doo parce que justement, je confesse que je me suis mise à regarder des épisodes de Scooby-Doo parce que c'est pas du tout quelque chose que je regardais en étant enfant. Mais pour moi, c'est de manière absolument flagrante une réécriture du Club des 5. Une réécriture sur un mode grotesque presque, parce que du coup le couple Claude Dagobert est remplacé par Scooby et Sammy. Sammy qui est le poltron du groupe, qui ne pense qu'à manger et à s'enfuir quand il a peur. C'est exactement l'inverse de Claude en fait. Et cette espèce de réécriture avec quand même ce fonctionnement en groupe fermé, hein, c'est le Scooby Gang quand même. Oui. Et si tu fais le lien avec South Park par exemple, alors Dora je sais pas du tout, mais je crois que de toute manière, cette idée d'une espèce de société secrète d'enfants qui fonctionne en économie fermée, ça de toute manière, ça fait fantasmer, c'est merveilleux. Un petit chien qui s'appelle Dagobert et c'est depuis toujours son seul et meilleur ami. Et du coup, Dagobert et Claude, c'est la fusion totale complète. Dagobert étant un chien extraordinairement intelligent, extraordinairement sensible et tout ce qu'on veut. Et le premier volume
de la série, c'est la rencontre des trois cousins qui sont donc François, Mick et Annie, avec leur cousine Claude qui au début les rejette totalement parce qu'elle ne veut pas qu'on brise la solitude à laquelle elle est habituée. Et puis évidemment, tout match très très bien. Et Claude a une autre particularité qui est qu'elle se rêve en tant que garçon. Son vrai prénom c'est Claudine. Quand on l'appelle Claudine, elle ne répond pas. Et elle s'habille comme un garçon, elle a les cheveux courts et on la prend très souvent pour le frère jumeau de son cousin Mick. Voilà. Voilà qui est Claude. Voilà qui est Claude. Donc un personnage fantasque qui tu t'es beaucoup projeté Oui. dans ce personnage-là particulièrement. Tu mets aussi beaucoup l'accent sur Dagobert. Oui, parce qu'ils sont vraiment inséparables et que Dagobert c'est le côté... c'est le seul être qui est totalement libéré. C'est-à-dire que les enfants encore ont des contraintes qui tiennent à leur relation avec les parents, avec le fait qu'ils ont des devoirs à faire, des choses comme ça. Dagobert, lui, tout ça, ça ne compte pas pour lui. Donc c'est le personnage libre par excellence. Et est-ce que c'est lui qui personnifie le jeu? C'est lui qui initie? Là, c'est totalement déconnecté Il y a une dimension de jeu qui est très souvent initiée par Dagobert, parce que Dagobert, en tant que chien, demande à jouer, demande à sortir, demande à galoper à côté des enfants lorsqu'ils font de la bicyclette. Mais je ne suis pas sûre que ce soit lui qui soit vraiment central pour le jeu. Je pense que là, pour le jeu, c'est vraiment le groupe des enfants, dans lequel j'inclus Dagobert, les 5 qui sont l'élément qui joue. D'accord. De façon assez unifiée en fait. Le mot jeu est très souvent présent, rien que dans des titres, le club des 5 joue et gagne, les 5 jouent serrés, ce genre de choses-là qui appellent la comparaison avec le jeu, d'autant plus qu'il y a des occurrences dans lesquelles on compare explicitement ce qui se passe dans l'aventure que les 5 sont en train de vivre avec un jeu. Par exemple, quand l'organisation d'espions internationale qu'ils combattent s'appelle le mat, comme aux échecs. Donc il y a vraiment une dimension qui est... Je ne sais pas si on peut la lire comme programmative, mais en tout cas, il y a une dimension explicite de la référence au jeu dans les romans eux-mêmes, que j'ai simplement exploité en fait. Et après, c'est vrai que j'ai essayé de faire des... Claude, de toute manière, c'est vraiment le personnage autour duquel tout tourne. C'est-à-dire que ces trois cousins sont à la remorque de Claude en permanence. C'est elle a 11 ans, donc c'est une adolescente qui a toujours grandi toute seule, jusqu'à ce que vers 10-11 ans, on lui présente ses trois cousins. Donc elle est extrêmement sauvage, ses parents habitent au fin fond de la Bretagne, dans un tout petit village perdu, donc elle est toute seule, elle a très mauvais caractère, etc. Et elle a recueilli un petit chien qui s'appelle Dagobert, et c'est depuis toujours son seul et meilleur ami. Et du coup, Dagobert et Claude, c'est la fusion totale, complète. Dagobert est un chien extraordinairement intelligent, extraordinairement sensible et tout ce qu'on veut. Et le premier volume de la série, c'est la rencontre des trois cousins qui sont donc François, Mick et Annie, avec leur cousine Claude qui au début les rejette totalement parce qu'elle ne veut pas qu'on brise la solitude à laquelle elle est habituée. Et puis évidemment, tout match très très bien. Et Claude a une autre particularité qui est qu'elle se rêve en tant que garçon. Son vrai prénom c'est Claudine. Quand on l'appelle Claudine, elle ne répond pas. Et elle s'habille comme un garçon, elle a les cheveux courts et on la prend très souvent pour le frère jumeau de son cousin Mick. Voilà. Voilà qui est Claude. Voilà qui est Claude. Donc un personnage fantasque qui tu t'es beaucoup projeté Oui. dans ce personnage-là particulièrement. Tu mets aussi beaucoup l'accent sur Dagobert. Oui, parce qu'ils sont vraiment inséparables et que Dagobert c'est le côté... c'est le seul être qui est totalement libéré. C'est-à-dire que les enfants encore ont des contraintes qui tiennent à leur relation avec les parents, avec le fait qu'ils ont des devoirs à faire, des choses comme ça. Dagobert, lui, tout ça, ça ne compte pas pour lui. Donc c'est le personnage libre par excellence.
Et est-ce que c'est lui qui personnifie le jeu? C'est lui qui initie? Là, c'est totalement déconnecté de... Il y a une dimension de jeu qui est très souvent initiée par Dagobert, parce que Dagobert, en tant que chien, demande à jouer, demande à sortir, demande à galoper à côté des enfants lorsqu'ils font de la bicyclette. Mais je suis pas sûre que ce soit lui qui soit vraiment central pour le jeu. Je pense que là, pour le jeu, c'est vraiment le groupe des enfants, dans lequel j'inclus Dagobert, les 5 qui sont l'élément qui joue. D'accord. De façon assez unifiée en fait. Le mot jeu est très souvent présent, rien que dans des titres, le club des 5 jouent et gagnent, les 5 jouent serrés, ce genre de choses-là. Claudine, quand on l'appelle Claudine, elle ne répond pas. Et elle s'habille comme un garçon, elle a les cheveux courts et on la prend très souvent pour le frère jumeau de son cousin Mick. Voilà. Voilà qui est Claude. Voilà qui est Claude. Donc, personnage fantasque, tu t'es beaucoup projeté Oui. dans ce personnage-là particulièrement. Tu mets aussi beaucoup l'accent sur Dagobert. Oui, parce qu'ils sont vraiment inséparables et que Dagobert, c'est le côté... c'est le seul être qui est totalement libéré. C'est-à-dire que les enfants encore ont des contraintes qui tiennent à leur relation avec les parents, avec le fait qu'ils ont des devoirs à faire, des choses comme ça. Dagobert, lui, tout ça, ça ne compte pas pour lui. Donc c'est le personnage libre par excellence. Et est-ce que c'est lui qui personnifie le jeu? C'est lui qui initie? Là, c'est totalement déconnecté de... Il y a une dimension de jeu qui est très souvent initiée par Dagobert, parce que Dagobert, en tant que chien, demande à jouer, demande à sortir, demande à galoper à côté des enfants lorsqu'ils font de la bicyclette. Mais je suis pas sûre que ce soit lui qui soit vraiment central pour le jeu. Je pense que là, pour le jeu, c'est vraiment le groupe des enfants, dans lequel j'inclus Dagobert, les 5 qui sont l'élément qui joue. D'accord. De façon assez unifiée en fait. Le mot jeu est très souvent présent, rien que dans des titres, le club des 5 jouent et gagnent, les 5 jouent serrés, ce genre de choses-là qui appellent la comparaison avec le jeu, d'autant plus qu'il y a des occurrences dans lesquelles on compare explicitement ce qui se passe dans l'aventure que les 5 sont en train de vivre avec un jeu. Par exemple, quand l'organisation d'espions internationale qu'ils combattent s'appelle le mat, comme aux échecs. Donc il y a vraiment une dimension qui est... Je ne sais pas si on peut la lire comme programmative, mais en tout cas, il y a une dimension explicite de la référence au jeu dans les romans eux-mêmes, que j'ai simplement exploité en fait. Et après, c'est vrai que j'ai essayé de faire des parallèles avec des mécaniques de jeu existants, donc par exemple le Cluedo, dont je parle en parallèle avec les 5 contre le masque noir. Où en fait ils sont sur un bateau, donc on a le principe du huis clos qui est posé et on va chercher un coupable par élimination et du coup on s'attache à savoir qui était présent à tel endroit précis dans telle situation, qui est porteur de gants blancs, qui a le fameux clip de Ruby de Mademoiselle Ping, etc., etc. Donc là il y avait vraiment une démarche qui était celle du Cluedo. Sauf que la mécanique est faussée depuis le début, puisque celui qui vient en aide aux enfants dans cette partie de Cluedo est le vrai coupable. Tu parles de vraiment tout ce qui est jeu, non-jeu. Beaucoup, vraiment cette... tu expliques qu'il peut y avoir des porosités entre le Club des 5 et les adultes notamment, qui peuvent parfois aider, mais à chaque fois ça devient des choses assez complexes, ou alors ça se retourne contre les enfants. En fait, c'est les enfants, le club, c'est leur endroit à eux qu'ils cristallisent, c'est le moment... C'est une cellule fermée en fait, le club. Et même avec les autres enfants, ça ne peut pas fonctionner. Il y a d'autres personnages d'enfants qui parfois arrivent dans un antagonisme assez violent parce que c'est impossible pour les 5 d'intégrer quelqu'un d'autre dans leur petit groupe. Ça ne fonctionne pas dans l'économie du club. Et même des enfants avec qui ils s'entendent et qui reviennent dans plusieurs romans. Par exemple, il y a le personnage de Pilou qui est assez marrant, qui a pour particularité de se prendre pour une voiture et
qui a un petit singe qui s'entend très bien avec Dagobert pour le coup. Mais Pilou ne fait jamais partie du club des 5. À aucun moment, il n'est évoqué la possibilité même que ça devienne le club des 6. Enfin, c'est impensable, absolument impensable. C'est un jeu qui leur appartient aussi parce qu'ils ont une manière de fonctionner ensemble qui fait que parfois ils n'ont même pas besoin de finir leur phrase pour se comprendre, etc. Ils fonctionnent en économie fermée, totalement. Et c'est ça qui fait que quand il y a des porosités avec le monde adulte, dans les deux sens il y en a. Il y a parfois des adultes qui intègrent momentanément le groupe. Par exemple, on parlait du masque noir. Le Max, qui est donc le masque noir, est un prestidigitateur. Sa profession fait qu'il se rapproche très facilement des enfants et qu'il va les berner complètement. Et en fait, effectivement, ça se retourne contre eux d'avoir fait confiance à un adulte et de l'avoir intégré dans leur activité d'enquête. Et inversement, il y a des fois, c'est toujours le même auquel ça arrive, c'est François, qui est l'aîné, qui a 13 ans et qui est très conscient du poids des responsabilités que son statut d'aîné fait peser sur ses épaules. Et lui, il a de brefs passages, comme des fulgurances, dans le monde des adultes. Où tout à coup, alors ça peut être très pratique, parce que du coup, il est un moyen de communication avec le monde adulte. Diplomatiquement, par exemple, il peut arriver à faire lever des punitions, il peut arriver à leur obtenir l'autorisation de sortir, etc. Mais parfois, ça se retourne à nouveau contre les enfants, parce que il se prend pour un petit chef et il donne des ordres à ses cousins. Et en général, ça finit très mal pour lui et il s'avère que Claude est là pour sauver la situation. Et peut-être on va bientôt s'arrêter, hein. On va amener